Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour Histoire criminelle, votre rendez-vous dédié aux grandes affaires criminelles chaque dimanche sur LCI. Alors au sommaire de notre dimanche, le mystère Manon Rolando. Cette mère de famille nantaise est introuvable depuis un mois maintenant. Les recherches se sont intensifiées cette semaine, mais toujours aucune trace d'elle. Pendant ce temps-là, son compagnon qui s'est réfugié en Algérie clame son innocence sur les réseaux sociaux. Est-on face à une nouvelle affaire jubilard? On va vous donner les toutes dernières informations dans un instant. Et puis dans quelques jours s'ouvrira un procès très particulier, le procès de l'homme en noir. Voilà son portrait robot, Schwarzmann, c'est comme ça qu'on l'a appelé en Allemagne, où il a été jugé pour le meurtre de 3 petits garçons. Mais cette fois, c'est pour le meurtre du petit Jonathan Coulon. En France qu'il sera jugé. Ce petit garçon de 10 ans avait été enlevé en pleine nuit dans le dortoir de cette colonie de vacances à Saint-Brévin-les-Pins. Cela fait 22 ans que ses parents attendent des réponses. Auront-ils enfin la vérité? On va se plonger dans les coulisses de ce procès dans un instant. Et puis, 2 mégots de cigarettes suffiront-ils à faire tomber ce qui est peut-être l'une des plus grandes erreurs judiciaires françaises? Edwige Alessandri, cette femme a été condamnée à 3 reprises pour le meurtre de son mari dans leur mât provençal du sud de la France. C'était dans la nuit du 16 au 17 juillet 2000. Elle aurait tiré sur son mari avec une carabine. Sauf que voilà, dans cette enquête, il y a de très nombreuses incohérences et désormais la présence de 2 mégots de cigarettes qui renvoient à un nouveau coupable. Les derniers secrets des 2 mégots, on va vous raconter tout ça dans la deuxième partie de l'émission. Histoire criminelle, soyez les bienvenus, chapitre 24, tout de suite, le fait de la semaine. Et le fait de la semaine nous conduit à Nantes. Toutes les recherches se sont intensifiées cette semaine pour tenter de retrouver Manon Rolando, cette mère de famille qui fait l'objet désormais d'un avis de recherche lancé par la gendarmerie. Tout est fait pour la retrouver, mais pour l'instant, aucune trace d'elle. Et cette affaire réserve bien des surprises et des mystères. Vous allez le voir avec Alexandra Guillet. Bonjour Alexandra. Bonjour Philippe. Journaliste police-justice TF1 LCI. Merci d'être avec nous. D'abord, je le disais, ça fait un mois qu'on recherche Manon Rolando. C'était le 3 avril, très exactement, que les voisins ont donné l'alerte. Comment ça a commencé? Oui, effectivement. Alors, c'est une voisine qui s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Manon et qui va contacter les gendarmes. Ces derniers vont se rendre au domicile familial et là, ils ne trouvent personne. Et les premières investigations, en fait, vont rapidement montrer que Manon a, en fait, disparu, s'est volatilisée depuis 9 jours et que son conjoint est parti en Algérie avec leur petite fille âgée de seulement 15 mois. Des dizaines de gendarmes vont être mobilisés sur le terrain, des plongeurs, des chiens cynophiles, mais aussi des drones, un hélicoptère également, mais aucune trace de la jeune femme. Et puis, le 21 avril, dans une communication à la presse, le procureur de la République de Nantes, Antoine Leroy, a cette phrase peu rassurante. Il annonce que nombre d'investigations effectuées par les gendarmes convergent vers l'hypothèse d'un meurtre de la jeune femme et qu'en conséquence, eh bien, il saisit un juge d'instruction de ce crime et de l'enlèvement de l'enfant. Une cellule d'enquêteurs, une quinzaine d'enquêteurs en tout, est créée et des nouvelles recherches ont encore eu lieu pas plus tard que ces derniers jours, mais toujours sans résultat. C'est très rare qu'un procureur parle aussi vite d'un meurtre sur conjoint, parle très vite du meurtre de Manon Rolando. On va comprendre pourquoi, parce qu'il y a de très nombreux indices dans cette affaire. D'abord, qu'est-ce qu'on sait de Manon Rolando, de sa vie ? Alors, on sait qu'il s'agit d'une jeune femme de 31 ans, qu'elle travaille dans une ferme de 65 hectares à Saint-Étienne-de-Montluc, on n'est pas très loin de Nantes. Elle est passionnée d'animaux. Elle élève ses photos. Exactement. Elle élève des vaches nantaises. Elle a aussi des chevaux qu'elle a en pension sur sa ferme. Sur son compte Facebook, eh bien, cette jeune femme, elle apparaît plutôt souriante. On la voit souvent à cheval ou posant, comme on vient de le voir, justement avec un chien. Et puis, elle est aussi, donc, on vient de le dire, une maman d'une petite fille de seulement 15 mois. On est donc sans nouvelles de Manon Rolando, et puis il y a son compagnon qui s'est réfugié en Algérie avec la petite fille de 15 mois. Ils ont été retrouvés, la petite fille va bien, lui a été placé en garde à vue, et avant même qu'il soit entendu par les enquêteurs algériens, il a eu un comportement un peu étonnant, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a clamé son innocence, mais d'une manière très étonnante sur les réseaux sociaux. Regardez. Ces derniers jours, pourtant recherché par la police, il s'affiche sur les réseaux sociaux. Dans ce message TikTok, il se dit innocent et prend contact avec un créateur de contenu. Il veut donner sa version. En direct, il répond aux questions des internautes. Est-ce que vous êtes en contact avec Manon ? Pas du tout, depuis le 2 avril.
Alors comment vous pouvez considérer qu'elle est encore vivante? Ouais, elle est vivante maintenant, elle est pas morte. Alors, on peut être un peu surpris, Alexandra, par ce comportement, par cette forme de légèreté, bien sûr qu'elle est vivante, sans plus d'explications. Qu'est-ce qu'on sait de cet individu? Il faut quand même dire, selon la formule consacrée, qu'il est connu des services de police et de justice. Oui, alors on sait déjà qu'il se prénomme Abdelkrim, il a 41 ans, il est de nationalité algérienne et effectivement, sur son casier judiciaire, il y a une condamnation. Elle remonte à 2019, c'était à Nantes, une condamnation à de la prison avec sursis pour des violences sur son compagne de l'époque. Alors, est-ce qu'il a également été violent avec Manon? Finalement, c'est toute la question dans cette histoire. Les enquêteurs, en tout cas, ont découvert que cette jeune maman, eh bien, elle avait sollicité l'aide de Citadelle. Citadelle, c'est une association qui accompagne les victimes de violences conjugales. Elle avait pris rendez-vous avec eux, c'était le 3 avril. Mais elle ne s'y est jamais rendue. C'est là qu'on commence à rentrer dans le cœur de cette enquête. Il y a ces petits cailloux semés, il y a ce contact qu'elle avait pris avec cette association, et puis il y a d'autres éléments qui peuvent laisser penser qu'il y a eu une forme de mise en scène autour de sa disparition, notamment des SMS et des retraits bancaires. Oui, alors ces SMS, en fait, ce sont notamment des messages que Manon aurait envoyés à des proches, mais aussi à des clients de sa ferme pour les prévenir qu'elle allait s'absenter plusieurs jours. Sauf que ces messages, eh bien, ils interpellent, ils interrogent les enquêteurs. Pourquoi? Parce que la façon dont ils sont écrits, leur contenu, la présence de fautes d'orthographe, alors qu'a priori elle n'en faisait jamais, leur pose question. Est-ce qu'elle est vraiment l'autrice de ces messages? Et puis il y a également, selon les informations, eu des paiements en carte bleue, avec les cartes bleues de Manon, et des retraits d'argent. Idem avec la carte bleue de sa grand-mère qui vit au domicile du couple. Est-ce que c'est vraiment elle qui est derrière ces transactions d'argent? En fait, les enquêteurs se demandent, ils investiguent pour savoir s'il n'y a pas eu une tentative de créer, de faire une mise en scène finalement de sa disparition. Et il se pose cette question parce qu'on a vu ça dans malheureusement beaucoup d'affaires de féminicide. On peut penser à Michel Pial qui sera jugé ces prochains mois. On peut penser à l'affaire Jubila, et c'est vrai qu'il y a des similitudes, notamment ce corps qu'on ne retrouve pas. Oui, alors évidemment, il y a des similitudes tout en gardant évidemment toutes les mesures qui s'imposent, les distances et les précautions. Manon reste introuvable, cela fait plus d'un mois maintenant, effectivement, qu'on est sans nouvelles d'elle, malgré des dispositifs très importants de recherche. Il y a son téléphone qui a été retrouvé à son domicile, elle n'est pas partie avec. Une des pistes pourrait être de se dire c'est une disparition volontaire, peut-être une fuite, mais est-ce vraiment compatible avec un abandon de sa petite fille, de sa grand-mère qui vit au domicile, de tous les animaux dont elle s'occupe? Cela paraît peu probable pour les enquêteurs. En revanche, on sait qu'il y avait des difficultés dans le couple. Pourquoi son conjoint est parti à ce moment-là en Algérie avec sa petite fille? Pourquoi n'a-t-il pas appelé les gendarmes pour signaler peut-être qu'il n'avait plus de nouvelles de sa compagne pendant plusieurs jours pour s'inquiéter? Ce sont des questions effectivement qui interpellent. Alors on sait que cet individu a été interpellé par les autorités algériennes, qu'il a été placé en garde à vue. Depuis, on n'a pas d'informations sur les suites qui pourraient être données. Et puis, on le rappelle, il bénéficie toujours de la présomption d'innocence, évidemment. Bien sûr, on voit bien cette enquête qui est en train de se dérouler sous nos yeux avec cette course contre la montre pour retrouver évidemment Manon Rolando. Merci beaucoup, on va continuer à suivre cette enquête grâce à vous, grâce au travail du service police-justice de TF1 LCI. Et pour l'instant, on va se plonger au cœur de l'enquête. Et dans quelques jours s'ouvrira un procès très particulier. Le procès d'un homme qui porte un surnom, Schwarzmann. C'est comme ça qu'on l'a appelé en Allemagne. L'homme en noir, c'est lui, Martin. Vous allez le voir. Alors là, évidemment, c'est les photos de Manon Rolando. Mais voilà Martin. Cet homme qui a été condamné en Allemagne à 3 reprises pour le viol et le meurtre de 3 petits-enfants. Mais cette fois, le procès va se tenir en France, devant la cour d'assises de Loire-Atlantique. Il sera jugé, Martinet, pour le meurtre du petit Jonathan Coulon. Jonathan Coulon, il avait 10 ans. Il a été enlevé dans le dortoir de la colonie de vacances dans laquelle il était, à Saint-Brévin-les-Pins. C'était il y a 22 ans, en avril 2004. Depuis 22 ans, ses parents
attendent une vérité, ils attendent des réponses. On va donc se plonger ce dimanche dans les coulisses de ce procès avec nos invités. Maître Cathy Richard, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez plaider dans ce procès puisque vous êtes l'avocate de la grand-mère paternelle du petit Jonathan Coulon. Je rappelle aussi que vous êtes l'auteur de ce livre « Crime, délit et vie brisée » qui vient de sortir en poche. Merci d'être avec nous. Et puis Marion Garnier est aussi avec nous. Bonjour, vous êtes journaliste, réalisatrice, auteur aussi d'un livre, Cold Case, paru chez Larousse avec Cyrielle Adam. Oui. Ces Cold Case qui rebondissent, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'affaire Jonathan Coulon et qui nous a conduit à ce procès. On va évidemment évoquer tout ça tous ensemble. D'abord, parlons de ce procès qui va donc s'ouvrir le 18 mai prochain. Ce sera devant la cour d'assises de Loire-Atlantique à Nantes. On va juger un homme, Martin Ney. On vient de voir sa photo à Martin Ney. Qu'est-ce que Marion, on peut déjà dire du portrait de cet homme ? Il était père, il avait adopté un enfant, il était éducateur. Je ne sais pas s'il l'avait adopté réellement ou s'il en avait eu la garde. C'est un homme qui a 56 ans, je crois, aujourd'hui. Donc, il avait 20 ans de moins au moment des faits. Il a à peu près l'âge des parents de Jonathan. Ouais. C'est un homme qui a été élevé par sa mère, qui avait un frère, un demi-frère, une enfance normale. Il a été jusqu'à l'équivalent du bac. Et puis après, il s'est engagé dans des métiers d'éducateur pour enfants. Il a gardé des enfants dans des garderies, dans des foyers de jeunes de 9 à 18 ans. Et puis là, il a été licencié. On est en 2009, je crois, il a été licencié parce qu'il y a une suspicion de détention de vidéos pédopornographiques. Et puis 2 ans après, il a été mis en cause dans les meurtres des 3 petits Allemands qui mobilisaient toute la police allemande depuis des années à la recherche du Schwarzmann. Et on a appris à ce moment-là que le Schwarzmann était Martin Ney. Il a avoué ces 3 meurtres de petits Allemands. Et dans la foulée, s'est posé la question, puisque les modes opératoires sont très similaires, est-ce que c'est lui qui a tué Jonathan Coulon à Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique? C'est effectivement l'histoire qui vient de nous intéresser. Ces 3 petits Allemands, on va revoir leur visage parce que d'abord il y a des similitudes aussi avec le petit Jonathan Coulon. Et puis ces 3 petits Allemands, vous le disiez, il y a un mode opératoire très précis. Ça s'est passé en 92, ça s'est passé en 95 et en 2001. Stéphane, Denis et Denis, ces 3 petits garçons violés et tués par Martin Ney. Ce mode opératoire, Cathy Richard, vous l'avez évidemment regardé dans le moindre détail parce que ça va jouer dans le procès de Jonathan Coulon. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces 3 petits garçons? Qu'est-ce qui s'est déroulé? Qu'est-ce qu'on sait de ce mode opératoire? Alors justement, moi je voudrais plutôt revenir sur quand je suis l'avocate de la grand-mère de Jonathan et on sait que Jonathan a été enlevé alors qu'il dormait dans une chambre où il y a d'autres enfants, dans une colonie de vacances. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai la conviction qu'il faut un sang-froid important pour réussir à venir enlever cet enfant. Donc déjà, juste pour faire un petit retour chronologique... On va reprendre l'histoire de Jonathan. Ouais, Jonathan est là-bas en vacances, en colonie de vacances. C'est la première fois qu'il part en colo. Et donc, il disparaît au milieu de la nuit. Et quand on saura... Voilà ce qui s'est passé exactement. Enfin, on va le savoir parce que quand on retrouvera le corps de Jonathan plus tard, ma conviction est alors totale. C'est-à-dire que je me dis, on ne peut pas chercher quelqu'un qui en est à un coup d'essai. Parce que c'est pas possible. Et donc là, je reviens sur la question de tout à l'heure. Quand on parle pour la première fois de ce Schwarzmann, dans le journal, c'était dans le Parisien pour tout dire, et à ce moment-là je vois une carte de l'Allemagne avec ces 3 visages d'enfants et je lis qui est ce Schwarzmann en Allemagne. À ce moment-là, on ne sait pas encore que c'est Martin Ney. C'est pareil, en Allemagne, on sait qu'il y a un prédateur, un pédocriminel qui enlève des petits garçons, parce que tout à l'heure, Philippe, vous disiez des enfants. Des petits garçons. Et en fait, c'est vraiment très ciblé. Des petits enfants, des petits garçons qui ont à peu près le même âge, des blonds aux yeux bleus. Et je vois Jonathan. Et je sais que donc c'est quelqu'un qui est capable de rentrer dans une colonie de vacances. À ce moment-là, on ne sait que ça, de ce Schwarzmann. Qu'il rentre dans une colonie de vacances, qu'il est capable d'enlever un enfant et qu'il va le tuer. C'est très... Dès comme ça, je veux dire, je suis désolée, mais enfin, de le dire comme ça, mais dès comme ça, Dieu merci, on n'en a pas beaucoup. Mais ce que vous dites est extrêmement important parce que vous avez cette conviction, dès que vous allez voir, vous avez cette interrogation en tout cas, les policiers allemands vont avoir la même interrogation et vont alerter les policiers français, ça ne va pas être pris en compte.
Et il va falloir 22 ans pour qu'on arrive à ce procès. C'est évidemment extrêmement long et c'est le calvaire de la famille de Jonathan. On va reprendre, puisque vous commenciez à l'évoquer quand même dans le détail, ce qui s'est passé pour Jonathan. Il était en colonie de vacances, vous le disiez, à Saint-Brévin-les-Pins avec sa classe. Et puis c'est le 7 avril. C'est bien ça que les parents vont recevoir un coup de téléphone, fin de matinée. Les parents reçoivent un coup de téléphone en disant écoutez, Jonathan est parti. En gros, ne vous inquiétez pas, il est parti, ils le préviennent, parce que ça fait quand même depuis plusieurs heures que tout le monde recherche cet enfant qui n'était pas dans le dortoir au moment du réveil. C'est quand même une scène assez sidérante, c'est-à-dire que tous les enfants se réveillent et il en manque un. Ils dorment, toutes les chambres sont dans un long couloir. Ouais. Il y a la chambre de l'instituteur, la chambre où dormaient les enfants, un autre dortoir, la chambre où dormaient les animateurs. Enfin, c'est vraiment un lieu... Et on voit l'intérieur de ces chambres-là. Donc il y a du monde et effectivement, quelqu'un a pu rentrer, enlever cet enfant. C'est tout de suite ce que pensent les parents. Tout de suite, les parents ne croient pas du tout à la fugue. Ça correspond pas à son tempérament. Et que quand ils arrivent à Saint-Brévin, on emmène la maman voir les vêtements de la valise et il manque rien. À part le petit pyjama, même ses chaussures sont là. Donc ça voudrait dire qu'il serait parti dans la nuit, pieds nus, en pyjama. À un moment, les enquêteurs se disent peut-être qu'il avait rendez-vous avec quelqu'un, qu'il aurait croisé pendant la colonie, son père biologique. Ils se disent est-ce qu'il n'y a pas eu... Donc il serait sorti comme ça, pieds nus, ce qui pourrait expliquer, parce que l'hypothèse est quand même très, très étrange. Et les parents de Jonathan... dès le début, ils disent non, il n'a pas fugué, il s'est fait enlever, quelqu'un est venu le prendre. D'ailleurs, c'est tout le sens de l'appel à témoins que va lancer dès qu'il arrive sur place le papa de Jonathan, qui va s'exprimer devant les médias. C'est des gens très discrets. Mais là, il va le faire, il va se faire violence parce qu'il dit qu'il faut qu'on ait des informations. Écoutez ce petit extrait. Je demande à toute personne, le voyant, même si vous l'appelez, ne le prenez pas, appelez-le. Appelez les secours, suivez-le. À toute la presse, de le chercher avec nous, à tout le monde, les enfants, les adultes, tout le monde, cherchez-le, aidez-nous. Aidez-nous, cet appel à l'aide, il est poignant. Je trouve ça bouleversant ces images parce que Stéphane Coulon, c'est plutôt un homme qui a un très beau visage, qui a les yeux très bleus, qui est très blond. Bon là, il était décoloré en blond à ce moment-là, et là, c'est un homme qui a une trentaine d'années, il a des cernes, il a l'air... vidé, rincé, épuisé. Et ça va être un long cauchemar pour effectivement attendre des nouvelles, dépasser... Comme dans beaucoup de ces histoires, les parents, ils ont une conscience quasi immédiate que c'est quelque chose de très grave qui s'est passé. En fait, on le sait forcément parce que je parlais tout à l'heure de personnalité. On parlait d'une personnalité d'un auteur, mais on avait déjà une personnalité d'une victime. C'est-à-dire que Jonathan, c'est un petit garçon qui est pas du tout téméraire. C'est pas du tout un petit garçon qui va être un leader. C'est au contraire, Jonathan, c'est un petit garçon qui est timide. C'était, je le disais, la première fois qu'il partait de chez lui. C'était la première fois qu'il allait en colo. Il était d'ailleurs, voilà, il était moyennement aguerri à ça. C'était vraiment, c'est pas le petit garçon dont on peut imaginer qu'en pleine nuit, il va aller chercher quelque chose. Voilà, ça ne correspondait pas. Donc en fait, dès le début, on sait que c'est grave. Dès le début, on sait qu'il n'est pas parti pieds nus en pyjama quelque part. On sait que quelqu'un est venu le chercher dans sa chambre. Alors malheureusement, l'histoire va donner raison à ce pressentiment. On va retrouver le corps de Jonathan 6 semaines plus tard dans un étang à Guérande. Cathy, dans quelles conditions on retrouve le corps de Jonathan ? Alors, en fait, cet étang de Guérande, il est derrière des hauts murs. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas de la route, mais en revanche, il y a un château, enfin une grande bâtisse, et des fenêtres de cette bâtisse, on voit l'étang. Voilà. Et il y a quelqu'un qui va voir quelque chose sur l'étang. Au départ, il pense à un animal, et puis il se rend compte que ça flotte, que ça bouge, et donc voilà, ils vont se rapprocher. Et c'est là où on va retrouver le corps de Jonathan. Alors, le corps de Jonathan, il n'a pas été jeté comme ça dans l'étang. Le corps de Jonathan, il est nu, il est ligoté, et il est lesté avec un parpaing. Et là encore, enfin, il faut un sang-froid
pour aller à cet endroit-là. Puis en plus, il faut connaître l'endroit aussi, ça on en parlera, parce que ça se voit pas du tout de l'extérieur, donc il faut avoir une idée d'où on va. Et puis, il faut avoir lesté ce petit corps et le balancer dans cet étang. Et pardon, j'insiste parce que tout à l'heure vous disiez, quand les Allemands sont venus parler du Schwarzmann, les enquêteurs français n'ont pas écouté. Ça a été le début, effectivement, quand on a retrouvé le corps de Jonathan, ça a été le début d'une erreur qui a fait perdre beaucoup de... Oui. Voilà, de temps. Mais vous le disiez d'ailleurs, c'est intéressant, vous le disiez à l'instant, il faut tirer ce fil, vous disiez, c'était à la fois quelqu'un qui connaissait les lieux, en fait il y avait plein d'incohérences, de choses contradictoires dans ce dossier. D'abord on s'est dit, tiens, les nœuds avec lesquels a été attaché le petit Jonathan, c'est plutôt des nœuds de marins, donc piste locale, on s'est d'abord dit ça. La piste locale, elle arrivait du fait qu'il a été enlevé dans un centre de vacances qui n'est qu'un centre de vacances, donc fallait connaître cet endroit-là, fallait savoir par où on pouvait rentrer, les différentes portes. Fallait connaître le lieu de la dépose du corps. Fallait effectivement savoir faire les nœuds, on dit des nœuds marins, et surtout, le médecin légiste qui réalise l'autopsie dit que Jonathan a été tué 3 semaines après son enlèvement. C'est-à-dire qu'il a séjourné dans l'eau au moins 3 semaines. Donc, les gendarmes prennent ces conclusions-là et se disent, donc ça veut dire que la personne qui a enlevé, le prédateur qui a enlevé Jonathan, disposait d'un lieu pour pouvoir le garder et le mettre mort après dans cet endroit à Guérande. Donc c'est quelqu'un du coin, quelqu'un qui pouvait avoir un espace pour garder un enfant vivant. Comment du coup, Cathy Richard, ce sera au cœur du procès, Martinet aurait-il fait pour connaître aussi bien les lieux et s'organiser aussi bien et garder dans un lieu Jonathan pendant 3 semaines avant de le jeter dans cet état? Alors non, ça justement, on s'est rendu compte que c'était une erreur en fait. En réalité, justement, cette fausse piste, cette mauvaise piste alors je vais pas faire ce qu'on avait appelé la plaque parcheminée dans le dos, qui avait fait penser qu'il avait été séquestré quelque part. Enfin bref, on se rend compte après une contre-expertise qu'en réalité non. Non, il a été tué. Au contraire, très vite. Il a été tué très vite. Donc, mais comment il connaissait aussi bien les lieux? En revanche, et j'y viens. Alors, premièrement, la colo. Bon. Alors, Saint-Brévin-les-Pins, c'est un endroit au bord de la mer où il y a des colos. Il n'y en a pas qu'une. Voilà. C'est quand même, si je devais être un pédocriminel en charge d'aller chercher un enfant dans une colo, c'est un des endroits où je pourrais me rendre parce que je sais que j'ai le choix des colonies de vacances. Voilà. Ensuite, celle-ci particulièrement, eh bien, c'est une colonie de vacances qui était très mal entretenue. Voilà. Il y a tout un endroit du grillage qui est affaissé. Donc, il suffit de faire le tour et de regarder un petit peu pour se rendre compte que cette colo, voilà. Quand on a l'habitude, comme Martinet, des colonies de vacances, on voit assez vite si c'est bien organisé, mal organisé, si c'est voilà. On repère pas où on peut passer. Bien sûr. Donc ça, c'est un repérage qui permet de se rendre compte assez rapidement que cette colonie de vacances, c'est un gruyère en fait. On peut rentrer dedans. Et puis quand à cet étang, il y a dans ce château dont je parlais, ce château, il avait été loué à des Allemands à une époque, notamment. Oui, et puis c'est un lieu. C'est un lieu touristique. C'est un lieu dans lequel il y a 2 magasins. Voilà. Au sous-sol, il y a 2 boutiques d'artisanat. Donc c'est un lieu où il y a du public. Donc on peut imaginer qu'il serait venu repérer aussi peut-être les lieux quelques jours avant. En fait, tout le monde a dit c'est derrière les murs, faut connaître. Non. Et d'ailleurs, le maire de Guérande avait dit c'est forcément quelqu'un qui connaît le lieu, c'est épouvantable et tout ça, parce que ne viennent que les gens qui connaissent. Et puis après, il y avait des gens du manoir qui disaient mais non, c'était toujours ouvert parce que dans les temps, on laissait les gens du coin venir pêcher. Donc si Martinet a séjourné à un moment et même peu de temps, il est tout à fait possible qu'il ait vu cet endroit. On voit tous les éléments qui ont pu amener à des allers-retours dans cette enquête. Le vrai basculement, le rebondissement, comme vous l'expliquez très bien dans votre livre, c'est 2017. Martinet a été condamné à ce moment-là en Allemagne pour le viol et le meurtre de ces 3 petits garçons qu'on évoquait il y a un instant. Il est en prison et il va faire des confessions à un détenu. Archive. Il y a quelques semaines, dans une cellule de la prison de Celle en Allemagne, Martin Ney, pédophile et tueur en série, confesse à un codétenu le meurtre de Jonathan.
Des aveux crédibles d'après nos confrères du Parisien. Ils reprennent des détails de l'enquête jamais révélés. Le tueur s'étonne même de ne pas avoir été démasqué plus tôt. Il avait à l'époque égaré en France son sac à dos contenant des documents. Il y a des aveux, il y a aussi des éléments qu'on va retrouver, notamment une photo de Jonathan Coulon dans ses affaires. Alors, il y a une photo de Jonathan Coulon. Il y a aussi ce qu'il dit à ce codétenu. Il parle d'un témoignage. Il raconte, il dit qu'il a vu un homme qui avait un chien à un moment où il était là. Et sans doute, on pense que c'est le jour où il cherchait à se débarrasser du corps de Jonathan. Et il est reparti dans sa voiture parce que cet agriculteur a un peu contrarié ses plans. C'était un agriculteur qui avait une propriété avec un plan d'eau. Sans doute que c'était le moment où il allait déposer le corps. Et il est reparti. Et ça, il le raconte. Et ce témoignage-là de l'agriculteur qui lui avait dit aux gendarmes « J'ai croisé un homme qui avait l'air bizarre un soir avec une plaque d'immatriculation allemande. Il était comme ça physiquement. » Il n'avait pas été rendu public, ce témoignage. On ne le connaissait pas. Donc c'est vrai que ça... Il confesse des choses que personne d'autre que lui ne pouvait savoir. Oui. On va aussi fouiller à ce moment-là ce qu'on appelle le darknet, c'est-à-dire l'internet caché, l'internet sous-marin, lieu malheureusement de pédocriminels assez réguliers où on se retrouve pour échanger des photos. Et là, on découvre aussi l'ampleur de ce qu'il raconte. Oui, parce que en fait, tout à l'heure, on s'est arrêté à il existe un Schwarzmann qui enlève et qui tue des petits garçons en Allemagne. Et est-ce que c'est le nôtre ? Mais on ne savait pas qui était ce Schwarzmann. Après, il y a quand même la période où on met un nom sur ce Schwarzmann. Et quand on met un nom sur ce Schwarzmann, le profil quand même de celui qui a enlevé et assassiné Jonathan colle avec ce Schwarzmann. C'est-à-dire que avec ce Martinet, puisque maintenant on a un nom. C'est-à-dire qu'on sait que Martinet est quelqu'un qui a travaillé en colonie de vacances, etc. Donc là, quand même, les taux se resserrent. Et puis, effectivement, ensuite, il y a ces confessions à son codétenu qui sont précises, qui sont circonstanciées. Il y a pas de problème entre le codétenu et lui. On peut pas imaginer qu'il soit bagarré. Il n'y a pas de raison que le codétenu lui en veuille particulièrement. Et là, effectivement, on a le juge d'instruction de l'époque, donc Monsieur Lorenz, qui est quelqu'un qui a vraiment des qualités professionnelles. Il est tenace. Il a rien lâché dans ce dossier. Il a suivi les pistes, alors qu'un peu au début ça partait. Alors je sais pas forcément mais vous savez, il faut vous dire, en 2004 en France, on n'était pas tellement sur l'idée qu'il existait des tueurs en série. Vous voyez, c'était un peu l'idée. Et encore moins des tueurs en série qui passaient les frontières. Voilà, qui passaient les frontières. C'est ce que j'allais dire. C'est comme Tchernobyl, ça passait pas la frontière française. Donc c'était pas encore tellement dans les mentalités. On cherchait autour, voilà. Et donc on avait eu plein de raisons de chercher autour. Et donc là, avec ce Martinet, on a quand même un profil qui se resserre. Et puis avec les aveux, ce qui va expliquer avec son codétenu, là on a des éléments factuels, on a des éléments importants qui nous font dire, là c'est vraiment, mais vraiment, on est dans du sérieux absolu. C'est-à-dire que moi, ma conviction, comme je le dis, ma religion, elle était faite quasiment tout de suite. Ouais. Mais à ce moment-là, il y avait des preuves qui étayaient. Il va falloir maintenant convaincre cette cour d'assises de Loire-Atlantique. Il y a deux choses importantes. D'abord, ce que vous allez plaider, comment vous allez travailler, vous allez nous le dire. Puis il y a les parents aussi, la famille globale, la grand-mère, les parents du petit Jonathan. La maman de Jonathan a parlé dans Ouest France Presse Océan il y a quelques jours en disant ça va être extrêmement dur. Elle avait confié à TF1 il y a quelques jours à la fois j'ai envie de le voir, j'ai envie de lui poser des questions et puis ce sera extrêmement difficile. Forcément. Ils sont dans quel état d'esprit ? Je pense, ils redoutent énormément. C'est le moment qu'ils attendent depuis des années, depuis qu'ils ont compris que leur petit garçon avait été enlevé, depuis qu'on leur a annoncé que leur petit garçon avait été retrouvé nu dans un étang. Ils attendent de savoir qui a fait ça, ils attendent que cette personne-là soit jugée. Maintenant, forcément, ça va être un moment terrible, puisque dans un procès d'assises, ils vont entendre les conclusions des autopsies, ils vont voir Martinet, et puis ils vont reparler sans arrêt de Jonathan. Non pas qu'ils aient passé toutes ces années-là à essayer de l'oublier, pas du tout, mais d'un seul coup, c'est de leur fils dont on va parler, mais de leur fils mort, de leur fils enlevé, de leur fils tué. Et
agressé ou violé, ça sera aussi au cœur des débats de savoir exactement ce qui s'est passé. Il faut rappeler que Martinet, il nie avoir commis ces faits. Il avance différents éléments, il se défendra. Comment vous allez aborder ce procès et vous allez plaider, vous allez travailler pour essayer d'obtenir une condamnation? J'aborde ce procès d'abord vraiment en lien avec ma cliente historique, on va dire, puisque la grand-mère de Jonathan m'a parlé avant même qu'on le retrouve. Voilà, vraiment, à l'époque, on le cherchait encore. Donc, déjà, c'est côte à côte avec elle et avec d'autres membres de sa famille. Il faut savoir une chose, c'est que ça fait 22 ans. Ça fait 22 ans qu'on attend ce procès. Ouais. Et quand on est une grand-mère, on se dit, mais pourvu que je sois là encore. Voilà. Tout à l'heure, j'en parlais avec mon fils qui me dit, mais maman, tu te rends compte, aujourd'hui, il aurait des enfants, Jonathan. Il aurait l'âge que ses parents avaient quand il a disparu. Et donc, en réalité, c'est vrai que c'est ça. C'est tout mon travail, ça va être ça. Ça va être à la fois parce que Martinet nie les faits, d'être aux côtés du parquet, parce que c'est quand même l'avocat général qui va porter l'accusation, mais d'être aux côtés du parquet et de ne rien lâcher, comme on n'a rien lâché depuis toutes ces années. Et puis aussi de ne pas oublier de donner la dimension humaine de ce dossier, surtout pas rester juste dans une bagarre, parce que finalement, c'est le risque d'être uniquement dans la bagarre, mais de ne pas oublier que oui, il va y avoir un procès, mais qu'au milieu de ce procès, il y a ce petit garçon, ce petit Jonathan, cet ange, parce que c'était vraiment un petit ange, qui a disparu et qui a été assassiné il y a 22 ans. 22 ans. Le procès débutera le 18 mai devant la Cour d'assises de Loire-Atlantique. On va le suivre évidemment avec attention. Grâce à vous Marion. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur le plateau d'Histoire criminelle. On continuera évidemment à suivre ce procès et cette affaire. On va maintenant vous emmener dans un autre univers, dans les coulisses d'une enquête. Une enquête qui a peut-être conduite à l'une des plus grandes erreurs judiciaires françaises. L'enquête sur la mort de Richard Alessandri. Regardez, Richard Alessandri, Edwige Alessandri, son épouse, cette femme qui a été condamnée à 3 reprises pour le meurtre de son mari. C'était dans la nuit du 16 au 17 juillet 2000. Dans leur maison du sud de la France, elle aurait abattu son mari avec une carabine. Sauf que voilà, dans cette enquête, il y a de très nombreuses incohérences. Et puis, il y a désormais la présence de 2 mégots qui pourraient bien désigner un autre coupable. Edwige Alessandri a été condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari, Richard. 3 procès successifs avec à chaque fois le même verdict, coupable. Richard Alessandri a été tué d'une décharge de chevrotine le 17 juillet 2000 dans sa chambre en pleine nuit. Sa femme, qui dort à ses côtés, et ses 2 enfants sont réveillés par la détonation. 4 mois d'enquête, puis un matin, l'épouse et les 2 enfants sont placés en garde à vue. L'un des fils, après 22 heures d'interrogatoire, accuse sa mère avant de très vite se rétracter. Des aveux qui pèseront lourd. Mais aujourd'hui, ce qui sème le doute, c'est la présence notamment de ces 2 mégots de cigarettes retrouvés sur place le soir du crime. Le secret de ces mégots de cigarettes qui pourraient peut-être faire basculer cette affaire, c'est ce qu'on va vous raconter avec nos grands témoins. Et nos grands témoins ne sont autres que Maître Damien Brossier. Bonjour, vous êtes l'avocat d'Edwige Alessandri. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez nous raconter comment il y a 2 mois, à peu près jour pour jour, vous avez déposé un recours devant la Cour de révision pour qu'enfin Edwige Alessandri soit réhabilitée. Tout cela notamment grâce à votre travail. Geoffrey Le Guilcher, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de ce livre, Les 2 mégots, édition Goutte d'Or. Une contre-enquête absolument passionnante, qui se lit comme un roman parce que c'est très bien écrit et très documenté, mais qui est la réalité évidemment. La vie d'Edwige Alessandri, c'est absolument fascinant comme travail et vous allez nous le raconter. On va reprendre cette histoire parce qu'il faut comprendre la vie d'Edwige Alessandri pour comprendre le drame qui s'est joué et l'importance de ce qui est en train de se jouer maintenant. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous dresser le portrait de cette famille Alessandri en juillet 2000, qui vit donc à Pernay-Fontaine, dans le sud de la France. Elle ressemble à quoi, cette famille Alessandri ? Eh bien, il y a Edwige et Richard qui sont les patrons d'un Intermarché, leur 3e. Ils sont en train de faire fortune, c'est vraiment une grande réussite. Ils ont achevé les travaux de leur mât, un magnifique mât qu'on a vu sur vos images au milieu des champs. Ils ont fait construire une piscine, ils ont tout réhabilité, les travaux viennent d'être finis. Et on est un dimanche, dans la nuit du 16 au 17 juillet 2000, donc quelque part, ils nagent dans le bonheur à ce moment-là. C'est une famille un peu en réussite, on va dire. Ouais.
C'est un dimanche, on est le 16 juillet 2000, l'Intermarché a été ouvert le matin, fermé l'après-midi, ils ont profité de leur journée. Et puis, en fin de soirée, ils vont se coucher vers, alors vous allez me donner l'horaire exact, 23h45, quelque chose comme ça, 23h30. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Racontez-nous, c'est Edwige Alessandri qui va faire ce récit d'abord, et on va d'abord donner sa version. Qu'est-ce qu'elle dit tout de suite, version qui n'aura d'ailleurs jamais changé. Alors, sa version, elle la donne dès le départ. Et c'est une version qui est constante, qui a été toujours la même jusqu'à aujourd'hui. Ils passent l'après-midi ensemble. Il y a des détails qui comptent. Richard passe la tondeuse dans le jardin, très grand jardin. Il arrose le jardin. 19h30, il a arrêté de tondre. 21h, il a arrêté d'arroser. L'arrosage automatique est là. Toute la famille est réunie. Il y a 2 enfants, Richard et Edwige. Ils vont regarder la télévision, émission Capitale. On sait à quelle heure elle se termine. Ils terminent de regarder l'émission dans leur chambre. Ils ont une relation sexuelle. C'est ce qui est dit. Et c'est ce qui est confirmé par la présence d'un ADN dans lequel on va retrouver l'ADN des 2 membres du couple. Ils sont dans leur premier sommeil. Et pendant le premier sommeil, alors qu'Edwige, comme d'habitude, dort sur son côté droit, en chien de fusil, son mari, en petite cuillère, si on peut dire, derrière elle, ils sont réveillés par un bruit. Et puis immédiatement par une détonation qui va toucher à mort Richard Alessandri, et elle va entendre une phrase dans la foulée en disant « Merde, le coup est parti, barrez-vous ». À ce moment-là, elle est tétanisée parce qu'elle pense qu'elle va être tuée à son tour. Elle attend un petit peu, elle arrive à glisser, à sortir du lit, se saisir du téléphone. À ce moment-là, elle est entièrement nue, elle est couverte de sang, à tel point que, en faisant le trajet de son bord du lit jusqu'à la salle de bain qui jouxte la chambre, on va retrouver des traces de sang, donc des gouttes de sang, donc elle dégouline de sang. Elle va rentrer dans la salle de bain et là, elle va essayer d'appeler les secours. Moment fondamental, les 2 enfants sont dans la maison. Johan va aussi entendre le fils le plus grand, je parle souvent de contrôle, fils aîné, va entendre un bruit de porte, va donc aller dans la chambre de ses parents, trouver sa mère dans la salle de bain avec son téléphone. Edwige Alessandri, à ce moment-là, passe un coup de fil au SAMU. C'est absolument fondamental, cet appel. C'est ce que vous racontez dans ce livre. Racontez-nous ce qui se passe. C'est là où tout commence finalement. Heureusement, cet appel est enregistré, donc on y a accès aujourd'hui. La première phrase qu'elle prononce, c'est « Des gens sont venus chez moi ». Malheureusement, l'opérateur du SAMU ne l'entend pas. Il ne va d'ailleurs pas comprendre son nom de famille Alessandri ni l'adresse. Et donc, au terme d'un échange chaotique au bout de 2 minutes, quand l'opérateur du SAMU raccroche et rappelle cette fois à son tour lui les gendarmes, il va dire « Une femme a tué son mari ». Et c'est un quiproquo qui est constaté, qui naît. Et à la limite, étant donné, on va en parler, j'imagine, l'étendue des preuves sur place quant à une intrusion extérieure, ça aurait pas dû aller plus loin que ça. Mais ce quiproquo va faire que tous les gens qui arrivent sur place cette nuit-là vont arriver avec une idée en tête. Une femme a tué son mari, et cette idée chez eux va se changer immédiatement en conviction. C'est fou parce que c'est cet appel où on passe d'une phrase qu'on peut imaginer d'Edwige Alessandri qui dit « on a tué mon mari » au SAMU qui dit aux enquêteurs « une femme a tué son mari ». Et on voit que là, il y a et vous racontez ça dans le livre, une grille de lecture qui s'installe dans la tête des enquêteurs, et tout va être regardé à l'aune de cette grille de lecture. On va avancer dans le temps, l'enquête démarre, il y a une mise en situation, comme on dit, qui est faite en juillet, 26 juillet 2000 de mémoire. Il y a plein d'éléments qui sont constatés, on va les regarder, c'est ceux que vous étiez en train d'évoquer, on les a résumés très brièvement. D'abord, on se rend compte que la fenêtre de la cuisine, elle était entrouverte parce qu'elle ne ferme pas bien. On se rend compte qu'il y a des traces de semelles sur le plan de travail. On se rend compte, et c'est le détail que vous soulignez avec la pelouse tondue, j'imagine tout à l'heure, qu'il y a des débris de végétaux, donc des débris de pelouse qui fraîchement tondus dans la maison, au niveau de la cuisine. Et puis, il y a un voisin aussi qui a entendu du bruit. Quand on regarde tous ces éléments, à minima, on peut se dire l'hypothèse qu'Edwige Alessandri ait tué son mari ou qu'un cambrioleur soit rentré sont au moins aussi fortes l'une que l'autre. Sauf que c'est pas ce qui se passe. Et on pourrait rajouter d'autres éléments. Il y a les 2 mégots qui sont trouvés à un endroit stratégique dans le jardin, j'imagine. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on va assister à un numéro de prestidigitateurs de la part des gendarmes et du juge qui vont carrément manipuler des preuves. Ça, c'est pas commun quand même. C'est-à-dire qu'il y a la conviction qu'une femme a tué son mari. Il y a beaucoup d'incompétence et de misogynie qui vont apparaître dans l'enquête. Mais le fait de manipuler des preuves, c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave et de peu courant. Et ça ne va pas, on va pas pouvoir le comprendre en direct, ce qui se passe. C'est avec les années, c'est avec une étude du dossier, etc.
faut qu'on prenne 3 éléments importants. Je vous en prie, maître. En fait, il y a les constatations sur la scène de crime. Sur un crime, c'est essentiel. C'est un élément fondamental. Les constatations sont faites, elles sont plutôt bien faites. Ces constatations, à mon sens, suffisent à démontrer son innocence. Vraiment. Ouais. Ces constatations vont être faites immédiatement, mais elles vont être rédigées dans un procès-verbal 4 mois après. Ce qui veut dire que les enquêteurs vont travailler pendant 4 mois, en ayant vaguement à l'esprit sans doute ce qui a été constaté par d'autres enquêteurs spécialisés, ce qu'on appelle l'éthique, mais en réalité sans avoir ce procès-verbal. Et ce procès-verbal, il va arriver dans le dossier 15 jours avant les gardes à vue. Dans ce procès-verbal, on a des éléments qui sont essentiels. Premier élément. On sait, lorsque les premiers intervenants arrivent, qu'Edwige Alessandri est couverte d'un sang qui est frais. Donc il n'a pas coagulé. Ce qui veut dire que les faits viennent de se commettre. Quand il rentre dans la chambre, il y a une odeur de poudre. Ce qui veut dire que, puisque l'odeur est toujours tenace, les faits viennent de se commettre. Il y a des traces de sang dans la chambre et il y a des traces de sang partout dans la salle de bain. D'accord ? Dans le couloir qui permet de sortir de la salle de bain, il n'y a plus de traces de sang. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'Edwige Alessandri n'est pas sortie de la chambre et de la salle de bain. Donc, puisqu'elle a tiré... Je crois que je vois où vous voulez en venir. C'est tellement simple. Le fusil est là. Eh oui. Donc il doit être dans la chambre ou dans la salle de bain. Le fusil n'est pas là. On ne retrouvera jamais la carabine. Ce fusil, on l'a cherché partout. On l'a cherché dans la maison, on l'a cherché dans les voitures. On a utilisé des détecteurs de métaux pour aller dans le jardin, pour aller chez les voisins. Il y a un puits, on est descendu dans le puits. Il y a une fosse septique, on a vidé la fosse septique. On n'a jamais trouvé ce fusil. Dans l'ordonnance qui renvoie Edwige Alessandri devant la cour d'assises, on ne parle même pas du fait que le fusil n'ait pas été trouvé. Si le fusil n'est pas là, c'est qu'il est parti avec le tireur. C'est QFD. C'est un des éléments de plus. Il y a aussi, à vous raconter, parce qu'on va du coup conduire cette enquête dans ce sens-là, cette séance d'hypnose. Alors on est surréel. On va soumettre Edwige Alessandri pendant 3 heures à une séance d'hypnose. Alban de Jong, les hypnotiseurs stars de l'époque, entre guillemets, avec les gendarmes, hein, pendant 3 heures. Elle est folle. Racontez-nous un peu. Il faudra aller lire le livre, mais racontez-nous en quelques mots. Parce en fait, dans cette affaire, ce qui est intéressant, c'est que chaque fois qu'on écoute Edwige Alessandri, on constate qu'elle a toujours dit la vérité. C'est ça le plus fou. Elle n'a jamais été crue, mais elle a toujours dit la vérité. Et un jour, lors d'un entretien avec elle, on en a eu de nombreux pendant ces 3 ans d'enquête, elle me dit « Ah, et au fait, il y a eu un hypnotiseur, mais en fait, ils l'ont fait après disparaître du dossier, le juge et les gendarmes. » Donc, je suis étonné, mais elle se souvient de son nom, Alban de Jong. Il a été connu, il a été surnommé l'hypnotiseur des stars à un moment donné, il faisait pas mal de plateaux télé. Et là, en fait, je retrouve l'hypnotiseur, je retrouve la séance d'hypnose qui a été supprimée du dossier. Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est que, en fait, Edwige, elle, quand les gendarmes lui proposent cette séance d'hypnose, elle dit oui, puisque leur argument, c'est de dire que ça va peut-être permettre d'aller piocher des souvenirs enfouis et qui pourraient donc aider à la résolution du crime de son mari. Donc elle, évidemment, elle est pour. Et donc elle s'y prête. L'hypnotiseur la place entre 2 chaises, c'est-à-dire la tête sur une chaise, les pieds sur une autre, et dans la position dite de la planche de pain. Et pour prouver qu'elle est sous hypnose, il s'assoit sur elle et un gendarme s'assoit aussi sur elle. Donc je sais pas si vous imaginez la scène et aussi où on est quand même. On est vraiment hors cadre total de toute procédure et de toute logique. À travers cette séance d'hypnose, on constate que Edwige est totalement hypnotisée. L'hypnotiseur dira d'ailleurs que pour elle, elle est innocente, c'est sûr, et qu'elle ne ment pas. Et elle va dire exactement la même chose que ce qu'elle disait quand elle n'était pas sous hypnose. Mais ce qui est intéressant, c'est que à l'époque, les gendarmes et le juge avaient le droit de pratiquer cette séance d'hypnose qui après a été interdite, mais ils avaient le droit de le faire uniquement sur des témoins ou sur des victimes. Or, Edwige était déjà soupçonnée à l'époque, donc ça interroge sur la loyauté de cette méthode. En gros, pour le dire de façon beaucoup plus simple, c'est une méthode déloyale d'enquête. Il y a un élément évidemment crucial dans le dossier qui va jouer sur l'avenir du dossier et la culpabilité d'Edwige Alessandri. Ce sont les aveux de Johan, le fils aîné, qui va donc, on le rappelle, retrouver sa mère dans la salle de bain. Il va être placé en garde à vue en même temps qu'Edwige Alessandri. Et il va d'abord dire « c'est moi qui ai tué mon père ». Puis après, il va dire « c'est ma mère qui a tué mon père et qui nous a demandé de mentir et d'organiser tout cela ». Ces aveux-là, vous les racontez de manière circonstanciée. Qu'est-ce que vous avez à nous en dire ? Alors, évidemment, je précise tout de suite qu'il s'est rétracté en sortie de la garde à vue. Première chose qu'il faut avoir à l'esprit,
c'est toujours cette scène de crime. Puisque l'arme n'est pas dans la chambre ou dans la salle de bain, c'est que l'arme a été extraite de ce lieu par quelqu'un. Et comme ça ne peut pas être Edwige, parce que sinon elle aurait mis du sang partout, elle était couverte de sang, il va bien falloir placer d'autres personnes en garde à vue. Donc on place en garde à vue non seulement l'aîné, qui avait 17 ans au moment des faits, mais le fils de Richard, qui avait 11 ans au moment des faits. Ce qui veut dire qu'on place un gamin de 11 ans en garde à vue. Alors ça s'appelle rétention judiciaire. Mais rien que ça me semble quand même très intéressant. Ça veut dire que on n'a pas un seul élément de preuve, on a les constatations depuis 15 jours, on a de vagues raisonnements et on a suffisamment de certitude pour aller chercher au petit matin un enfant de, à ce moment-là, 12 ans, pour le placer en garde à vue. On ne place pas en garde à vue un témoin, on place en garde à vue un suspect. Donc ça veut dire, toi mon petit gars, soit tu as tué, soit tu es le complice de ta mère. Donc ça déjà, il faut avoir ça à l'esprit. Ensuite, deuxième élément, à l'époque, il n'y avait pas d'avocat en garde à vue. Un mois après cette garde à vue, tous les commissariats et gendarmeries de France étaient en train de s'équiper de caméras. Parce qu'à partir du 31 décembre de la même année, toutes les auditions en matière criminelle concernant des mineurs devaient être filmées. Et je me dis, mais pourquoi tant de précipitation ? Ça aurait été beaucoup plus crédible s'il y avait des explications à fournir, de les fournir devant une caméra. Pourquoi on n'attend pas ces caméras ? Donc, tous les critères qui sont des critères d'exigence juridique aujourd'hui, qui permettent de valider ou d'invalider une garde à vue, aujourd'hui, sont au rouge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette garde à vue serait annulée à plus d'un titre. Ensuite, qu'est-ce qu'il va dire ? C'est moi qui ai tué. Non, c'est pas bon. Le SAMU a été prévenu immédiatement après le coup de feu. Non, c'est pas bon. À chaque fois qu'il a avancé d'un pas et que ça ne correspondait pas à l'hypothèse des gendarmes, ça a été retiré. Au final, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il a lui-même pris le fusil, c'était ce qui était attendu, et qu'il est venu le mettre dans une haie. C'est très bien, mais c'est faux. Déjà parce qu'il n'avait pas de traces de résidus de tir sur les mains, et puis ensuite parce que s'il avait fait ce trajet, vraisemblablement, il aurait laissé des traces qu'on ne retrouve pas, puis surtout on aurait retrouvé le fusil. Bien sûr. On a retrouvé des mégots, on aurait retrouvé un fusil d'1 mètre. Vous nous avez dressé le cadre juridique dans lequel tout cela a été fait. Vous nous racontez les coulisses dans ce livre de cette garde à vue, notamment ce qu'on appelle les temps de repos, c'est-à-dire le temps normal où quand on est en garde à vue, on a le droit d'aller dormir, s'allonger dans une cellule isolée pour se reposer. Là, pas du tout. Tout a été fait pour mettre la pression et faire sortir ses aveux. Oui, y compris quand on prend le procès verbal de cette garde à vue, donc rédigé par les gendarmes qui l'ont conduite, on s'aperçoit qu'il n'y a eu aucun respect de ce qui doit être normalement une garde à vue, puisque les temps de repos sont indiqués comme quand on lui donne son identité, quand on le prend au petit matin chez lui et qu'on l'emmène à la gendarmerie, c'est considéré comme un temps de repos. Enfin, tout est, on va dire, hors cadre. Et donc, c'est sur cette base extrêmement fragile, des aveux temporaires rétractés, genre dès qu'il sort de garde à vue, et surtout non circonstanciés, puisque comme l'a rappelé Maître Brossier, non seulement la haie a été fouillée la nuit du crime, on n'a pas trouvé le fusil, il n'y avait pas de traces de poudre, s'il avait tenu l'arme, il y aurait dû en avoir des traces de tir, et enfin, il a raconté une fable, puisque les seules traces de pas qui ont été trouvées au pied de cette fameuse haie sont des traces qui ont été moulées au plâtre par les techniciens en identification criminelle et qui ne correspondent à aucune chaussure de la maison. Donc en vrai, c'est impossible. Mais, comme l'a dit Jean-François Abgral, le détective privé qui a travaillé sur cette histoire, il a dit « Si on avait voulu valider ces aveux, il aurait fallu modifier la scène de crime. » Tout simplement. Il y a donc et ce sont des aveux passés à 4h30 du matin, ce qui n'est pas vraiment... Sans avocat. Johan va se rétracter, malgré cela l'enquête va continuer. Il y a quand même un élément, il faut l'évoquer aussi, qui va jouer en défaveur d'Edwige Alessandri, c'est cette fameuse assurance qu'elle va toucher suite au décès de son mari, de mémoire 780 000 euros si on le met en euros, qu'elle va aller toucher auprès d'un agent d'assureur un soir sur un péage d'Avignon aux alentours de 23h en pleine nuit. Les enquêteurs évidemment suivent tout ça de loin, disent mais si vous allez chercher votre assurance vie comme ça en catimini, c'est que vous avez quelque chose à vous reprocher. Voilà. Donc, alors tout ce que vous dites est vrai, tout ce que les enquêteurs disent est vrai, sauf que cette initiative ne vient pas d'Edwige Alessandri, mais de l'assureur lui-même. C'est l'assureur qui passe un coup de téléphone en disant je pars en vacances, je passe dans le coin, est-ce qu'on peut se voir ? Oui, pourquoi pas ? Et puis surtout, quelque chose d'élémentaire, un chèque. C'est pas le moment où on prend le chèque qui laisse une trace. C'est le moment où on le dépose. Et il a été déposé sur son compte.
Donc il n'y a aucune volonté de dissimulation. Il y a là quelque chose d'extrêmement banal. Et puis surtout, il faudrait savoir exactement ce que veut l'accusation. C'est une préméditation ? C'est une dispute qui a mal tourné ? Il faut qu'ils nous expliquent exactement quelle est leur version. Et leur version, si je peux me permettre à ce moment-là, leur version, quelle est-elle ? Ils se sont disputés et dans sa colère, elle s'est saisie d'un fusil et lui a tiré une décharge de fusil dans la tête. Sauf que, on sait qu'ils ont une relation sexuelle à ce moment-là. On sait qu'elle est nue. On sait qu'il dort. Et les experts qui se sont penchés sur la scène de crime ont dit qu'il était en train de dormir. Ce qui veut dire qu'une dispute après une relation sexuelle, c'est pas banal. Une dispute avec quelqu'un qui dort, c'est pas vraiment banal. Donc, c'est un scénario absurde qui est proposé et qui est en contradiction, encore une fois, avec toujours la même chose, la scène de crime. Vous savez, lorsque l'on tire avec un fusil, il y a des projections de sang. On retrouve des projections de sang sur le mur, du côté où dort Edwige Alessandri. Sur le matelas et sur l'oreiller où elle dort, on n'en trouve pas. Pourquoi ? Parce qu'elle s'y trouve. Et les pompiers qui arrivent, l'un d'entre eux, tout le monde ne l'a pas examiné à la loupe, l'un d'entre eux dit, sur l'épaule gauche, elle présente des projections de sang. S'il y en a des projections de sang sur l'épaule gauche, ça veut dire que nécessairement elle se trouvait derrière Richard au moment du coup de feu. Ce qui veut dire qu'on a le tireur, on a Richard et on a Edwige. Et malgré tout cela, Edwige Alessandri va être condamnée 3 fois. On va revoir ces 3 procès durant lesquels elle a été condamnée. Une première fois en janvier 2006 à 12 ans de prison, en décembre 2006 de nouveau à 12 ans de prison, et puis une 3e fois en 2009 à 10 ans de prison. On peut s'interroger d'ailleurs sur pourquoi on passe de 12 à 10 en 2009. Mais tout cela peut basculer. Il est temps qu'on parle de ces 2 mégots que vous avez évoqués au tout début, qui sont retrouvés donc dans le jardin. En 2009, justement, l'ADN de ces 2 mégots va matcher avec un homme, un voleur qui est arrêté, qui s'appelle Guillaume C. Qui est ce fameux Guillaume C ? Alors en fait, juste pour la précision, parce que souvent quand on entre dans cette histoire, on dit mais elle a été condamnée 3 fois. Certes, mais du coup ce qu'on apprend, c'est que l'ADN des mégots parle 6 mois après son tout dernier procès, 5 mois et demi pour être précis. Et on apprend en effet que l'homme sur lequel à qui appartenait l'ADN était un cambrioleur local qui habitait Pernes-les-Fontaines, le village à l'époque. Et par ailleurs, très vite, cette personne, qu'on va appeler maintenant l'homme au mégot, va être dénoncé par 2 autres témoins qui ne se connaissent pas comme faisant partie d'un groupe de 4 personnes qui ont fait le cambriolage qui a tourné au drame chez les Alessandri. Donc cet homme, c'est simple, c'est quelqu'un qui a été condamné plusieurs fois par la justice pour des faits de vol, y compris pour une histoire de trafic de stupéfiants en Espagne où il a fait 6 mois de prison. C'est quelqu'un qui a le profil d'un délinquant notoire et qui va continuer dans sa vie, ensuite, à être condamné pour des faits similaires. Par ailleurs, les gens avec qui il est dénoncé, donc les 3 autres personnes, sont des gens qui ont été condamnés à de multiples reprises, qui ont fait de multiples fois de la prison pour des homejacking, pour l'un une prise d'otage, certains avec arme à feu. Donc on est vraiment dans le profil de gens qui sont condamnés pour aller chez les gens avec des armes, les prendre en otage, vider leur coffre. On va dire ce qui était l'hypothèse numéro 1 à la base chez les Alessandri. Et vous avez remonté énormément de témoignages de l'entourage de ces individus. Et effectivement, tout s'emboîte. Souvent, Guillaume C. faisait le guetteur, ce qui pourrait justifier qu'il est à la bonne place, là où on retrouve les mégots pour faire le guet. Et vous reconstituez tout le scénario avec ces témoignages que vous avez eus du film, de ce qui a pu se passer ce soir-là. C'est fou parce que c'est ces 2 mégots, avec tout le travail que vous avez fait l'un et l'autre, qui va peut-être tout changer. Vous avez déposé il y a 2 mois, je le disais, un recours devant la Cour de révision, avec tous ces éléments. Vous avez bon espoir, j'imagine, que ça aboutisse, même si on est toujours évidemment extrêmement prudent dans ce genre de dossier. Alors, on est prudent, mais Edwige Alessandri est innocente. Voilà, c'est un fait. Et elle veut quoi aujourd'hui ? Qu'on le dise ? Elle veut que ce soit dit. Ouais. Elle veut d'abord que ce soit dit et reconnu judiciairement. Si en plus les auteurs pouvaient être condamnés, ça serait la moindre des choses. Il faut quand même savoir qu'on parlait des 2 enfants. Les 2 enfants, ils savent que leur mère est innocente parce que ils savent ce qu'ils ont vécu. Et pour qu'elle soit coupable, il faut qu'ils soient complices. Donc ils savent très bien ce qu'il en est. Et depuis maintenant presque 10 ans, plus de 10 ans, ils connaissent le nom des 4 auteurs. Ils connaissent le nom des 4 auteurs. Et donc, bien sûr qu'il est temps que la justice regarde le dossier, accepte que des erreurs aient été commises,
regarde les moyens de preuve dont on dispose. Il y a encore des investigations qui sont demandées, et ça c'est très important, parce que je suis persuadé qu'au-delà des 4 témoins qui existent déjà, vraisemblablement 5, je suis persuadé qu'il y a encore d'autres témoins qui peuvent parler, et je souhaiterais, et c'est peut-être l'occasion, que la peur change de camp, que les gens acceptent de parler, et que cette femme soit enfin innocentée après 26 ans. Voilà ce que l'on demande. Et c'est évidemment toute cette histoire que vous racontez dans ce livre. C'est absolument passionnant. Les 2 mégots aux éditions Goutte d'Or. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Histoire criminelle. Merci beaucoup, Maître, d'être venu. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour d'autres histoires criminelles.